Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 218 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, place aux Sacramento Kings. Bon, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien, j'espère que vous vous préparez comme il se doit pour fêter le 29 février. Et oui, ça arrive pas souvent. Mais bref, aujourd'hui, pas trop de blabla, on y va directement. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, ce sont les Sacramento Kings et ça fait un moment que je voulais un peu faire le point parce que l'équipe est un peu, évidemment, très intéressante, mais surtout, on a cette identité offensive très forte qui, pour l'instant, a l'air un peu de galérer cette saison. L'attaque des Kings est beaucoup moins flamboyante que ça a pu être le cas par le passé, donc c'était l'occasion. Aujourd'hui, je me suis dit, allez, on prend le micro, on essaie un peu de chercher et de déterminer pourquoi est-ce que l'attaque des Kings ne marque plus de points. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, des petites étoiles sur iTunes, Spotify ou un petit like sur YouTube ou bien un abonnement sur vos plateformes de podcast préférées. Et merci à tous, comme d'habitude, pour ceux qui le font déjà. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de l'attaque des Sacramento Kings. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, nos amis de Sacramento. Sacramento, les Kings. Pourquoi est-ce que les Kings ne marquent plus de points ? Bon, vous avez compris, ce n'est pas au sens littéral, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que l'attaque de Sacramento est un peu en panne ? C'est vrai que c'est un peu une question que j'ai depuis quelques semaines, depuis qu'on sait que, voilà, on n'est pas sur un début de saison où il y a seulement une ou deux semaines ou trois de compétition et donc de stades disponibles où ça veut un peu rien dire pour l'instant. Là, c'est vrai que on est à plus de la mi-saison. On est même aux 2/3 de la saison et Sacramento a tout de même des problèmes pour marquer, ce qui, rappelez-vous, est un peu bizarre puisque nous avons affaire là avec ce qui était avant la meilleure équipe de NBA. Et même plus que ça, oui, plus que ça. Même si on avait un peu déconstruit cette idée, mais en tout cas sur les chiffres bruts, les Kings étaient la meilleure attaque all-time de NBA l'an dernier. Mike Brown était arrivé, Sabonis au centre du projet avec De'Aaron Fox, le fameux dribble hand-off aussi entre Sabonis et Kevin Huerter, notamment le fameux jeu à deux, un des meilleurs, un des plus utilisés jeux à deux entre Sabonis et Huerter de toute la NBA, avec une efficacité qui était très bonne. Bref, donc sur les chiffres bruts, on était sur la meilleure attaque all-time de l'histoire de la NBA. Bon, parce que évidemment, on est dans une évolution du jeu où on score toujours de plus en plus, donc en général, la meilleure attaque de l'année en question, ces dernières années, souvent, une fois sur deux, ou voire plus, elle était aussi la meilleure attaque de l'histoire. Souvenez-vous de Dallas en 2020, ou d'équipes comme ça. Les Nets en 2021 aussi. Bref, on va pas tout refaire, mais voilà. Sur les chiffres bruts, on était sur la meilleure attaque de l'histoire. Sur des chiffres relatifs à la moyenne, on était tout de même sur une très bonne attaque, et surtout, relatif non pas à la moyenne, et non pas pour comparer avec d'autres époques, mais seulement sur 2023, les Kings étaient la meilleure attaque de NBA. Après, vous me direz, bon, ça va pas si mal que ça non plus cette année, puisqu'on est, Sacramento est à 33 victoires et 24 défaites au moment où j'enregistre, ce qui fait de eux la 6e équipe à égalité de NBA à l'Ouest. 6e, pas de NBA par contre, excusez-moi, de l'Ouest seulement. Donc 6e à l'Ouest et en plus avec à peine 0,5 matchs de retard par rapport au 5e. Donc en gros, ils ont joué un match de moins. C'est un peu comme ça qu'on calcule, mais ne nous attardons pas là-dessus. Donc, mine de rien, bon, ils sont quasiment 5e, pas loin du top 4, un top 4 qui sont 4 équipes d'élite, vraiment, les fameux Minnesota, OKC, Denver, Clippers, 4 mastodontes. Bon, finalement, ça va pas si mal que ça, les Kings. Certes, l'an dernier, ils étaient 3e, mais une année un peu creuse pour pas mal de gros contenders. Cette année, ils sont 5e quasiment, 6e, allez. Bon, ça va, c'est pas la catastrophe. Mais, comme dit, pourtant, l'attaque des Kings, qui était l'identité des Kings l'an dernier, l'attaque des Kings ne marque plus autant de points que d'habitude.
Elle marque des points, rassurez-vous. La question et le titre n'est pas au sens littéral. Ils marquent toujours des points, bien sûr, mais plus autant qu'avant, alors que c'était vraiment leur identité. Les Kings, c'était l'attaque. C'est une attaque d'élite, la meilleure de NBA l'an dernier, et pourtant cette année, ça marche pas trop, puisque cette année on est... Bon alors, déjà, chiffre brut. L'an dernier, par 100 possessions, donc le fameux offensive rating, le nombre de points par 100 possessions, l'attaque scorait 119,7 points par 100 possessions. 119 points par 100 possessions en 2023. Cette année, on est à 117,8. Donc, quasiment 118, on va dire. Allez. Donc déjà, rien que sur les chiffres bruts, on est déjà un peu moins bien, mais surtout, il faut aussi prendre en compte, non pas les chiffres bruts, mais relativement au reste de la ligue, et par rapport à la moyenne de NBA. Et oui. Et donc, non seulement il y a un écart de chiffres bruts, mais cet écart est encore plus grand en termes de score relatif à la moyenne, parce que l'offensive rating de NBA continue de monter et d'exploser. On va en parler prochainement dans un podcast, je pense. Mais voilà, on est sur une évolution du jeu qui fait que l'an dernier, la moyenne de NBA à l'offensive rating, c'était 115. Cette année, c'est 116. Donc, évidemment, faire un score X dans une année où la moyenne est à 115, c'est pas pareil que faire ce même score X dans une année où la moyenne est à 116. Elle a augmenté carrément d'1 point par 100 possessions, ce qui est assez énorme. Hein. Et donc, eh bien, au niveau du relatif offensive rating, l'an dernier, ils étaient plus 4,6% au-dessus de la moyenne, plus 4,6%. Cette année, ils sont à peine à plus 1,8% au-dessus de la moyenne, donc beaucoup plus banal, beaucoup plus commun. Et surtout, donc, arrivons-en au fait, l'an dernier, les Kings étaient premiers de NBA. Cette année, ils sont 13e. 13e sur 30, et encore, au moment où je commençais un peu à m'intéresser au sujet, ils étaient 15e, donc à peine, vraiment dans la moyenne NBA, ce qui était pourtant, encore une fois, une attaque d'élite et la meilleure de NBA l'an dernier. Donc aujourd'hui, on va essayer de se poser la question, que s'est-il passé ? Que se passe-t-il actuellement chez les Kings pour que la meilleure attaque de NBA soit aujourd'hui seulement une attaque dans la moyenne ? Et d'autant plus que je trouve que la question est d'autant plus intéressante que finalement on n'a pas du tout changé l'effectif ni le roster. On est même exactement sur la même rotation de joueurs que l'an dernier. On a le même top 8, littéralement. Donc De'Aaron Fox, Sabonis, Kevin Huerter, Harrison Barnes, Keegan Murray, le rookie de l'an dernier qui a continué de grandir, Malik Monk, en 6e homme, bien sûr, et même les 7e et 8e, Davion Mitchell et Trey Lyles, ce sont les mêmes. En termes de minutes par match, on a exactement le même top 8 que l'an dernier, ce qui, non seulement est un peu rare, déjà, d'une part, mais en plus, ce qui fait que, on ne sait pas trop comment expliquer ça. En tout cas, pour le reformuler, on pourrait avoir une explication assez facile sur le fait que l'effectif change, on n'a plus les mêmes, donc on peut comprendre un peu plus intuitivement que l'offensive rating et la force de frappe offensive ne soient plus la même. Or là, c'est pas du tout ce qu'on a. On a exactement le même effectif, et pourtant, on a une attaque qui était la meilleure de NBA qui est passée dans la moyenne. Donc, voilà, ça c'est le constat. C'est notre constat, c'est Sacramento ne score plus aussi bien qu'avant. Ok. Maintenant, on va essayer de chercher la réponse. La réponse un peu en deux temps. D'abord, il y a le quoi, et ensuite il y a le pourquoi. Le quoi, c'est concrètement qu'est-ce qui se passe dans cette attaque. On va essayer un peu de déchiffrer, de décrypter qu'est-ce qui se passe dans cette attaque, et puis peut-être que dans un deuxième temps, on essaiera de donner des réponses. Le pourquoi. Est-ce qu'on a tel ou tel chiffre qui ont baissé ou qui ont augmenté ? Donc on verra ça, mais d'abord, pour essayer de rester très concret, c'est intéressant, c'est plus intéressant de rester concret d'ailleurs, le quoi. Donc, que se passe-t-il concrètement ? Le quoi ? Où est ce différentiel ? Que se passe-t-il ? Déjà, première chose sur laquelle on peut s'interroger, c'est quid de la transition versus le demi-terrain ? Est-ce que éventuellement, on n'aurait pas un des deux côtés du terrain qui est plus, moins performant qu'avant ? Est-ce qu'on n'aurait pas une sous-performance d'un des deux qui expliquerait que l'offensive rating général, l'attaque en général, est moins performante ? Donc, allons-y. La transition, la contre-attaque. Sacramento l'an dernier, 3e de NBA en termes de fréquence de contre-attaque, en termes de nombre de contre-attaques, 3e en fréquence. Cette année, ils sont 12e. Donc, de élite, 3e à 12e, beaucoup plus moyen. Bon, toujours,
On tape à la porte du premier tiers, à peu près, mais on est quand même beaucoup plus moyen. Donc moins de contre-attaque qu'avant. Et puis, également, en termes d'efficacité sur transition, les Kings étaient 9e l'an dernier. Par contre-attaque, l'efficacité par contre-attaque, 9e l'an dernier. Ça a chuté à la 25e place cette année. Donc non seulement il y a moins de contre-attaque, mais en plus, lorsque les Kings partent en contre-attaque, ça score beaucoup moins bien. 25e efficacité sur 30 en termes de transition, de contre-attaque. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, donc, le jeu sur demi-terrain. Est-ce que, là aussi, sur du jeu posé, du jeu sur demi-terrain, est-ce que là aussi, on a un différentiel ou pas, ou est-ce que c'est juste une question de nombre de contre-attaques? Et donc, voici les chiffres. Les Kings étaient 2e l'an passé, 2e de toute la NBA en termes d'efficacité sur transition. Cette année, ils sont 11e. Donc, une nouvelle fois, on est passé de élite à tout de même un peu plus moyen. On n'a plus autant de différences qui sont créées là-dessus. Transition, d'une part, en termes de fréquence, en termes d'efficacité, mais aussi donc en demi-terrain, sur du jeu posé. Les Kings étaient élite, 2e meilleure attaque de NBA sur jeu posé. Ils sont aujourd'hui 11e, et pour vous dire un peu les chiffres, 104,7 d'offensive rating sur demi-terrain l'an passé, ça a chuté à 101,3. Donc, de 104,7 à 101,3. Ce qui, en soi, déjà est une chute en termes de chiffres bruts, mais, encore une fois, souvenez-vous, l'évolution du jeu, patati patata, cet écart il est même amplifié par le contexte de la ligue autour. Et le fait que faire un même score dans une ligue plus ou moins propice à l'attaque, c'est pas pareil en termes de valeur. Donc, si je peux vous le traduire, l'an dernier, sur demi-terrain, 104,7, on le divise par l'offensive rating moyen sur demi-terrain de l'an dernier, 98,4, on s'en fiche des chiffres, mais en gros, l'an dernier, l'attaque sur demi-terrain était 6% au-dessus de la moyenne NBA, plus 6%, alors que cette année, ils sont à peine à plus 2%. De plus 6% à plus 2%. Bon, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais il faut aussi avoir un peu l'échelle des valeurs en tête. La répartition, on n'a pas des équipes qui vont taper du plus 60% par rapport à la moyenne, bien sûr. Donc, l'écart ne paraît pas grand entre plus 2 et plus 6, mais en fait, c'est quand même assez conséquent. Pour vous dire, par exemple, les Warriors de 2017, donc la première année avec Kevin Durant, l'année où ça a essayé beaucoup en saison régulière, plutôt que le rythme un peu de croisière qu'ils ont pris ensuite. Donc, une des meilleures équipes de l'histoire, Golden State 2017, était à plus 8% en termes d'efficacité par rapport à la moyenne de l'époque sur du jeu posé. Plus 8% Golden State en 2017, donc voilà, pour vous dire que les Kings qui étaient à plus 6 comparé à plus 2 cette année, c'était quelque chose l'an dernier. C'était vraiment significatif. Et cette perte, elle est significative. Donc, voilà. À la fois sur transition, moins de contre-attaque et moins efficace, et en plus, sur demi-terrain, on a aussi une attaque sur jeu posé, sur jeu placé, beaucoup moins efficace. Donc en fait, l'offensive rating général, l'attaque en général, elle marque moins de points, en fait, un peu dans les deux domaines du jeu. Voilà, donc ça c'est un peu le constat général. Bon, maintenant, tant qu'à y être, on va essayer un peu de creuser un peu, voire peut-être essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, au niveau du jeu en transition, on a dit, ils sont passés de 3e en fréquence à 12e. Bon, ce que nous permet de faire le site Cleaning the Glass, si ça vous intéresse, c'est de disséquer les transitions. Donc les transitions après une interception, on part en contre-attaque après une interception, ou alors les transitions après un rebond. On prend le rebond défensif et on explose en contre-attaque. Et donc, dans ces deux catégories, on a les Kings qui sont beaucoup moins bons que d'habitude. De 2e à 15e après interception, 2e élite, 15e cette année, à peine dans la moyenne, et puis de 1er après un rebond défensif l'an dernier, de 1er à 12e. Et là on parle de fréquence, donc on parle de nombre de contre-attaques. Donc en effet, à la fois après interception et après un rebond défensif, l'an dernier on avait une équipe qui explosait en contre-attaque, qui explosait en transition, alors que cette année, ça a l'air un peu moins impactant.
Ça explose beaucoup moins, ça va beaucoup moins vite de l'autre côté du terrain que ça a pu être le cas par le passé. Donc voilà, ça c'est un peu pour le constat sur la transition en termes de fréquence, de nombre de contre-attaques. Ça attaque moins finalement, après un rebond ou après une interception. Ça va beaucoup moins vite, très haut sur le terrain, attaquer la contre-attaque. Et puis de même en efficacité, où l'an dernier ils étaient 16e après un steal, après interception ils étaient 16e en efficacité. Ils sont passés 28e cette année. Donc clairement 28e sur 30, quasiment dernier de NBA, ou pas loin. Et puis après un rebond, pareil en efficacité, 7e l'an dernier, après un rebond défensif, ils explosaient en transition, 7e en efficacité par contre-attaque, 19e cette année. Bon, voilà, ça c'est pour le constat. Donc en effet, le jeu de contre-attaque qui faisait aussi la force des Kings l'an dernier, avec une équipe extrêmement rapide, qui allait très vite de l'autre côté du terrain, qui mettait la pression, etc., etc., eh bien cette année, on n'a plus trop ça. On n'a plus trop ça en termes de volume, on n'a plus trop ça non plus en termes d'efficacité, vous l'avez vu, et on n'a plus trop ça au global, puisque les deux mis à la fois, quand on multiplie l'un par l'autre, volume et efficacité, eh ben on a des résultats beaucoup moins bons. Donc ça c'est pour le quoi, si vous voulez, le constat. Maintenant ce qui est intéressant, c'est aussi de se poser la question du pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Et là, on n'a pas de bonne réponse. Là, il faut un peu chercher, il faut voir les matchs. C'est ce qu'on fait depuis le début de saison, d'ailleurs, évidemment. Bon, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est simplement, comment dire, est-ce que ça va moins en mastic, peut-être? Est-ce que Mike Brown ne leur crie peut-être pas assez dessus? Est-ce qu'il y a moins l'énergie? Est-ce qu'il y a moins l'envie? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a un peu d'embourgeoisement de la part de joueurs qui ont été la surprise l'an dernier et qui cette année se reposent sur leur laurier? Est-ce qu'il y a ce genre d'explication? Je ne sais pas. Je pense plutôt pas, moi. Je pense pas que ce soit ce genre d'explication. Est-ce que, par contre, moi, il y a un domaine qui m'intéresse. Est-ce que, à tout hasard, est-ce que ce ne serait pas lié aux 3 points en transition? Vous le savez, dans le jeu moderne, on prend de plus en plus de 3 points en contre-attaque. Est-ce que, à tout hasard, on n'aurait pas, cette année, juste des Kings qui ne rentrent pas leurs 3 points en contre-attaque, et que du coup, c'est un peu ça qui fait baisser, alors, non pas le volume, mais au moins l'efficacité. Potentiellement. Et bien du coup, je suis allé vérifier. Et il se trouve que, pas tellement. L'explication ne se trouve pas vraiment en termes de 3 points, et seulement, entre guillemets, seulement de chance, le facteur aléatoire du 3 points qui parfois rentre, parfois ne rentre pas. On a assez peu de contrôle là-dessus. Il peut y avoir des variations aléatoires qui échappent un peu à notre contrôle. Mais donc, a priori, ce n'est pas ça. C'est pas le hasard. C'est pas le shotmaking. Puisque l'an dernier, en 2023, les Kings, sur les tirs pris avant la marque des 18 secondes à l'horloge, donc avant qu'il ne reste que 18 secondes à l'horloge des 24, donc sur ce laps de temps entre 24 et 18 secondes, a priori on est sur de la transition, bien sûr, et donc, les tirs pris à 3 points avant les 18 secondes à l'horloge, les Kings étaient à 32,6%, à peine, 32,6%, c'était 29e, alors que cette année, ils sont à 36,5%, donc mieux, et c'est 18e. Donc non seulement, cette année, ils ne sont pas moins bons, moins chanceux sur la réussite, sur ces fameux 3 points en transition, mais en plus, ils sont meilleurs, et surtout, l'an dernier, en fait, ils étaient mauvais, et très mauvais. Les Kings étaient une des meilleures équipes de transition de NBA, pourtant, l'an dernier, en ne mettant que très peu de tirs à 3 points en contre-attaque. Donc, l'explication ne se trouve pas là-dessus, ne se trouve pas sur le shotmaking et sur le côté aléatoire du 3 points, pas en transition. Je pense que, si je devais parier, pour avoir vu pas mal de matchs, et même de manière plus générale, je pense qu'on a tout simplement affaire à un ajustement de la part des coaching staff, en fait. C'est-à-dire que on a une équipe qui l'an dernier avait un peu un effet de surprise. On les connaissait pas si bien que ça. C'était la bonne surprise de 2023. Cette année, tout le monde les attend en tournant, en fait. Je pense qu'il y a clairement un élément de plan de jeu où, en effet, cette année, les équipes, elles sont prêtes, les coaching staff, ils sont prêts, ils savent que ça va arriver, et donc, je pense que très simplement, on a des équipes qui sont beaucoup mieux préparées lorsqu'elles affrontent les Kings, et qui ont dans le plan de jeu ce côté défendre en transition.
peut-être ne pas attaquer autant le rebond offensif, peut-être juste faire attention de qui est-ce que on va défendre après une perte de balle ou un tir pris, etc. Enfin, en tout cas, sans doute que je pense qu'aujourd'hui les Kings ont été un peu la surprise et maintenant sont attendus. Et donc, voilà, comme toutes les équipes, forcément, c'est... Comment dire ? La transition, c'est des points faciles, mais c'est aussi un domaine du jeu où, du coup, les coachs essaient souvent de limiter. Donc, quand tu sais que tu affrontes une équipe qui est d'élite dans le domaine, finalement, tu te prépares et le plan de jeu est établi et les équipes défendent sans doute beaucoup mieux parce qu'elles s'attendent un peu plus à ça, en fait, très simplement. Pour le coup, je peux pas être sûr, hein, je suis pas dans les coaching staff et je pense que ceux qui n'y sont pas ne peuvent pas le savoir, mais je pense que cette année, c'est un peu la différence, c'est que l'accent a dû être mis là-dessus sur chaque affrontement qu'ont les Kings cette année. Parce qu'encore une fois, on est exactement sur le même top 8 en termes de minutes par match, la même rotation que l'an dernier. Avec les mêmes joueurs qui ont les mêmes forces et les mêmes faiblesses, et pourtant on a une équipe qui est moins efficace et en plus on prend moins des transitions. Sans doute parce qu'en face, on a des équipes plus préparées et qui surtout sont prévenues, et qui, je pense, arrivent à un peu mieux gommer ce genre de points faciles et qui l'an dernier, peut-être il y avait un effet de surprise ou pas, je ne sais pas, mais cette année, sachant que les Kings sont élites là-dessus, les équipes sont préparées, très simplement. Après, ça c'est un peu un constat de transition à l'échelle globale de l'équipe. Est-ce qu'on peut voir aussi des choses en termes d'individualité ? Peut-être que on a des moteurs d'équipe de transition qui sont moins bons. Pas tant que ça. Pas tant que ça, et ce qui me fait un peu dire que effectivement on est sans doute plus sur l'explication du plan de jeu et le fait d'être attendu, puisque si on va chercher non pas les chiffres globaux d'équipe, les chiffres moyens de l'équipe, mais les individualités, De'Aaron Fox, l'an dernier c'était 5,5 possessions par match terminées en transition, cette année c'est 6,1, donc en plus cette année il en fait un peu plus, et en termes d'efficacité on est passé de 1,20 à 1,19. Voilà, De'Aaron Fox est tout aussi efficace en transition lorsqu'il prend des tirs en transition que l'an dernier. C'est peut-être, sans doute, juste que, comparé à l'an dernier, il y a peut-être moins d'opportunités et que les défenses peut-être se regroupent mieux, et ainsi de suite. Sabonis, oui. Sabonis, c'est un des seuls dont l'efficacité baisse un peu sur le plan individuel sur contre-attaque. Il passe de 0,99 points par possession à 0,93, mais Sabonis, c'était pas non plus le moteur de transition de l'équipe l'an dernier en tant qu'intérieur, même s'il est plus mobile que la moyenne, mais c'est pas non plus ton intérieur qui te fait la différence sur transition, c'est plutôt Fox, et Fox a des chiffres assez similaires, en tout cas sur le plan individuel, sur son propre scoring. Harrison Barnes, lui, il est passé de 112 l'an dernier de 1,12 points par possession, ou alors 112 par 100 possessions, c'est pareil, mais bref. Barnes est passé de 1,12 à 1,37 points par possession. Donc lui, il augmente son efficacité en transition d'une année à l'autre. Donc il est mieux que l'an dernier, même Harrison Barnes. Malik Monk, c'est un peu pareil, de 1,12 à 1,21 cette année. Ok. Keegan Murray aussi, de 0,99 à 1,17 cette année. 0,99 à 1,17. Et puis, même Kevin Huerter passe de 1,05 l'an dernier à 1,24 cette année. Donc voilà. Bref, donc à une échelle individuelle, il n'y a pas trop de différence que ça, pour le coup. Au niveau de Fox, au niveau de Kevin Huerter, au niveau de Malik Monk, au niveau de Harrison Barnes, etc. Tout le monde est à peu près à la même efficacité, ou un peu meilleur même. Il y a que l'efficacité de Sabonis qui est un peu plus basse qu'avant. Peut-être aussi celle des role-players plus aléatoires, des Davion Mitchell, qui est moins bon cette année en termes d'efficacité sur transition. Des Trey Lyles aussi. Mais voilà, on n'est pas non plus... il n'y a pas un écart énorme, mais de toute façon, comme dit souvent, la transition, l'efficacité sur transition, certes, il y a des écarts, évidemment, mais c'est pas ça le plus important en transition, puisque même les mauvaises attaques de transition, elles sont efficaces, hyper efficaces en transition, comparé au reste des tirs pris sur le terrain. La différence, c'est le volume, je pense. Donc vous voyez, De'Aaron Fox, qui est un peu le moteur de cette équipe en contre-attaque, ou alors Malik Monk, leurs chiffres individuels, quand ils prennent des tirs, sont les mêmes, mais je pense qu'il y a un effet plan de jeu où on leur autorise moins à prendre des tirs, ou même on les autorise beaucoup moins à créer du jeu, même pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de situations où peut-être l'an dernier, De'Aaron Fox remontait la balle très vite et puis il faisait une passe, ou alors 2 ou 3 passes après, on avait un tir ouvert en transition ou un lay-up. Peut-être que cette année, on ne l'a pas, quoi.
On l'a pas et ça se voit pas au niveau de ses tirs pris en transition individuellement ou de son efficacité individuelle. Mais voilà, je pense que pour moi, l'explication serait plutôt là-dessus. Le fait qu'on a des coaching staff très intelligents en NBA, évidemment, et qui du coup, cette année, s'apprête à affronter une équipe qui, on sait qu'elle est élite. Donc, on a pu travailler pendant l'été, on le sait, on met en place des choses et on arrive un peu à gommer et à freiner cette attaque de transition qui était élite et qui désormais n'est plus que dans la moyenne, en termes de volume, évidemment. L'efficacité, bon, ça a un peu baissé, mais je pense que c'est relativement anecdotique, en partie en tout cas, mais par contre le volume a baissé et ça c'est significatif. Bref, donc, ça c'était pour la contre-attaque. Le jeu de transition qui était un élément important de cette équipe, certes, mais c'était pas que ça les Kings. C'était un élément de leur identité, mais c'est pas l'entièreté de leur identité. Le jeu de contre-attaque, c'est sympa, ça fait des points faciles, mais les Kings, l'an dernier, mine de rien, on a cité un peu les chiffres tout à l'heure, l'an dernier, ils étaient aussi une équipe qui était extrêmement compétente sur du demi-terrain. On l'a dit, deuxième équipe de NBA l'an passé en 2023, deuxième attaque de jeu posé de toute la NBA. Donc c'était pas seulement en cours dans tous les sens, même sur jeu posé, il y avait de la compétence et de la compétence d'élite pour marquer plus que quasiment tout le monde en NBA. Donc c'est vrai que maintenant on peut peut-être s'intéresser non pas à la transition, on a vu que quelques points sont perdus en transition, certes, en contre-attaque. Maintenant, qu'en est-il du demi-terrain ? Et c'est vrai que pour le coup, alors, avant même de passer au demi-terrain, il y a un aspect très simple que j'ai pas encore abordé, même si je l'ai fait un peu avec les 3 points en contre-attaque, mais de manière plus générale, est-ce qu'on n'a pas aussi très simplement, cette année, une attaque qui est moins bonne parce qu'il y aurait une réussite à 3 points moins bonne ? Comme dit, comme souvent évoqué, le 3 points et l'efficacité à 3 points, ça peut être totalement aléatoire, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais c'est vrai que c'est un tir qui est aléatoire. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que, bon, il y a un côté, plus on a un bon shooter, plus a priori, on va avoir des résultats positifs, bien sûr, mais en termes de variance sur des échantillons réduits, et plus on réduit l'échantillon, plus on peut avoir de la variance, et donc des résultats un peu en dents de scie, on va dire. Donc, est-ce que, à tout hasard, est-ce que après à peine une demi-saison, est-ce qu'on n'est pas très simplement sur une équipe des Kings qui, comme tout le monde, prend beaucoup de 3 points, mais comparé à l'an dernier, elle ne l'aimait pas ? Est-ce que par hasard, on serait pas sur des Kings qui développent le même fond de jeu que l'an dernier ? L'an dernier, les 3 points rentraient, et cette année, ils ont un peu de malchance pour l'instant. Et pour l'instant, les tirs ne rentrent pas à 3 points sans qu'il n'ait fait de grands changements dans le fond de jeu. Est-ce que c'est ça l'explication ? Eh bien non. Non. Vraiment pas. Puisque en termes de 3 points et d'efficacité à 3 points, l'an dernier, nous étions à 37,1% d'efficacité sur les tirs à 3 points. 37,1%. Cette année, nous sommes à 37,3%. Donc, on est littéralement sur la même efficacité à 3 points. L'an dernier, ils étaient 13e. Cette année, ils sont 15e. Voilà, dans les deux cas, on n'avait pas affaire à une équipe qui était en surchauffe ou avec un méga shotmaking à 3 points. Non. Deux équipes qui, 23 et 24, deux équipes des Kings qui tirent plutôt pas mal en termes de réussite à 3 points. Voilà. A priori, la différence se fait pas du tout sur le simple côté aléatoire du shotmaking à 3 points. Ok, ça on peut le mettre de côté du coup. Donc, intéressons-nous un peu au reste de l'attaque. On a fait un peu la transition, on a fait un peu le 3 points. Qu'en est-il du reste de l'attaque ? C'est vrai que, bon, on a parlé de l'efficacité à 3 points, c'est pas non plus le cas au niveau du panier. On n'a pas non plus au panier un différentiel d'efficacité énorme, puisque l'an dernier, les Kings shootaient au panier à 69,3%. Cette année, 68,8%. Donc vous voyez qu'on est sur des chiffres extrêmement similaires, pour ne pas dire quasiment identiques. L'an dernier, ils étaient 4e de NBA en termes d'efficacité au panier. Cette année, 7e. Bon, voilà. On recule un peu plus après le panier. On a fait le 3 points, on a fait le panier, mais le mid-distance, désormais, 47,2% sur leur tir à mi-distance l'an dernier, 46,6% cette année. Voilà, 47,2,
46,6. Ils étaient deuxième, ils sont quatrième. Voilà. On est sur exactement la même efficacité sur tous les tirs à mi-distance réunis. Sachant que sur les shorts mi-distance, 48,4 l'an dernier, 48,6 cette année. Voilà. Exactement pareil. Par contre, c'est vrai qu'on a une petite différence sur les longs tirs à 2 points. 44 l'an dernier, à peine 40 cette année. Et là, c'est de 6e à 22e, mais on va en parler avec la fréquence des tirs. Bah, finalement, ils en prennent pas tant que ça, de longs tirs à 2 points, donc ça n'affecte que très très peu l'offensive rating, le fait que il y a un peu une différence d'efficacité, parce que ça représente une quantité de tirs très très mineure de leur répertoire, donc voilà. Donc finalement, si on fait un peu le bilan, les 3 points, ça rentre autant que l'an dernier, les tirs au panier autant que l'an dernier, les tirs à mi-distance autant que l'an dernier. Par contre, il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, qui est celui de la fréquence. Et un peu comme pour la transition, où l'efficacité c'est important, mais c'est un peu négligeable, c'est surtout la fréquence et le nombre de contre-attaques qu'on est capable d'obtenir qui aident, à quel point on peut transformer des possessions de demi-terrain en transition, donc des possessions moins rentables en des plus rentables qui comptent. Le volume, ça compte en transition, mais ça compte aussi sur demi-terrain, et notamment, bien sûr, au panier. Et c'est même là toute la problématique et la réponse à cette question de pourquoi les Kings sont moins bons cette année. Tout se passe au niveau de la fréquence au panier. Puisque sur le reste du terrain, à 3 points, ils étaient 6e en termes de nombre de 3 points pris per match. 6e, ils sont 4e cette année. Ok, ça n'a pas changé. Mi-distance, ils étaient 26e l'an dernier, ils sont 24e cette année. Ça n'a pas changé. Mais donc, l'an dernier, ils étaient 15e en termes de fréquence de tir au panier. Et cette année, ils sont 26e. De 15e dans la moyenne à 26e, très mauvais. Or, en quoi est-ce un problème ? Eh bien, c'est que forcément, les tirs au panier sont les tirs les plus rentables du basket, ne serait-ce que sur l'efficacité en elle-même de ces tirs-là. En plus, on a aussi le fait que, a priori, quand vous créez des situations où vous allez au panier, peut-être que vous prenez pas le tir, mais vous pouvez aussi perturber la défense. Et donc, parfois, on a aussi pas mal de situations où on va au panier et donc ça libère d'autres choses parce que on déclenche une rotation et donc ça libère une extra passe, par exemple. Donc ça libère des points faciles ailleurs. Mais voilà, les tirs au panier sont un peu le problème cette année des Kings puisque ça prend un petit peu plus de tirs à 3 points que l'an dernier, un petit peu plus de tirs à mi-distance, mais c'est négligeable. Mais par contre, ça prend beaucoup moins de tirs au panier. De 15e à 26e. Et c'est vrai que c'est un problème. C'est un problème de prendre moins de tirs qui sont les tirs les plus rentables du basket. Et puis surtout, je rajoute, ce n'est pas que les tirs au panier, il y a aussi le taux de lancer franc. Puisque les Kings étaient 4e l'an dernier en termes de lancer franc provoqué, donc le free throw rate, le taux de lancer franc, 22,7 lancers francs provoqués par 100 possessions, 22,7, ça a chuté cette année à 17,6. Donc de 22, quasiment 23, à 17. De 4e de NBA à 25e. Et je pense que c'est important de le préciser puisque c'est un peu lié et c'est pareil qu'avec les tirs au panier, bien sûr. Déjà parce que c'est quand on va au panier qu'on est le plus susceptible d'avoir des lancers francs. On a beaucoup plus des lancers francs quand on va au panier que quand on prend un tir à 3 points, bien sûr. Mais voilà, surtout, je pense que la seule fréquence de tir au panier ne raconte pas tout. Il faut aussi rajouter le fait que, aussi, également, au lancer franc, les Kings sont moins bons et que ça va un peu ensemble. Vous le savez, comment fonctionne le box score en NBA. Si vous faites un drive, que vous allez au panier, vous subissez une faute sur un drive au panier, le tir ne compte pas dans le box score. Voilà. Si vous allez au panier, vous prenez une faute, vous êtes à 0 sur 0 au tir et 2 lancers francs. Donc c'est aussi pour ça que il faut lier en fait les tirs pris au panier et les tirs de lancer franc. Et on a un peu ce bilan que avant l'an dernier, on avait une équipe qui était dans la moyenne en termes de nombre de tirs au panier, donc les tirs rentables, dans la moyenne en termes de fréquence, mais en plus, ils étaient sans doute plus que la moyenne puisque ils provoquaient aussi pas mal de lancers francs. Ils étaient 4e de NBA. C'était un score d'élite. Donc en fait, la fréquence de leurs tirs au panier et l'efficacité au panier, elle était boostée parce que, si vous voulez,
comme dit, dans le box score, on ne compte pas les tirs quand il y a une faute qui est subie, et donc je pense que en termes de capacité à aller au panier, les Kings étaient largement au-dessus de la moyenne l'an dernier. Donc ça, c'est un peu pour le constat global. Les Kings vont moins au panier en termes de tirs et moins de lancers francs. Ils sont passés de 4e élite à 25e, qui est vraiment un chiffre tout en bas du classement. Hein. Donc il y a beaucoup de points perdus, en tout cas pas gagnés, qui étaient gagnés l'an dernier et qui ne sont pas gagnés sur la ligne des lancers francs, des points rentables qui boostent la productivité. Ça, cette année, ils ne les gagnent plus. Ça, c'est pour l'image un peu générale. Et c'est vrai que si on fait un peu le zoom sur les individualités, eh ben, tout le monde est un peu moins bon. Tout le monde est un peu moins bon. Cette fois, non pas le taux de lancer franc, mais le shooting foul percentage. Qu'est-ce que c'est? La seule différence, c'est que le shooting foul percentage se concentre sur les tirs, les fautes provoquées pendant une tentative de tir, et pas provoquées juste quand on remonte le ballon, quand on fait une passe, etc. Donc les fautes provoquées pendant une tentative de tir. Fox était à 14%, il a baissé à 12%, donc légère baisse. Sabonis de 18 à 16%, légère baisse. Harrison Barnes était à 20%, ce qui était un score d'élite. Il a baissé cette année à 10%, ce qui est un score assez moyen pour le coup. Et je dois rajouter aussi que c'est cette année qui est une anomalie pour Barnes, puisque depuis 2020, il fait de très très bons scores de shooting foul percentage, de provocation de lancer franc, Harrison Barnes, et même 2023, l'an dernier où il était élite, c'était pas une anomalie puisque c'était la 2e saison consécutive où il était à plus de 19%. Donc voilà. L'anomalie, c'est plutôt cette année où il a beaucoup moins de lancers francs qu'avant. Kevin Huerter, mais il a jamais tiré beaucoup de fautes de toute façon. Donc de 5 à 3%. Bon, ça change pas trop. Malik Monk aussi un peu, de 9,5% à 8% à peine cette année. Et Keegan Murray, lui par contre, il augmente un peu de 5 à 6%, mais on est dans des chiffres très très bas. Et puis Trey Lyles aussi. Trey Lyles passe de 12% de shooting foul percentage à 10% à peine. Donc voilà, grosso modo, on a affaire à une équipe qui allait au panier relativement fréquemment, pas non plus, on n'était pas sur une attaque d'élite au panier, hein, bien sûr, mais ils allaient au panier dans la moyenne et ils avaient pas mal de lancers francs qui permettaient un peu de compenser. Là, cette année, ces lancers francs, on ne les obtient plus. On ne les obtient plus du tout, et ce qui est un énorme manque à gagner, évidemment. Et donc, après avoir fait ce constat, après avoir dit le quoi, de la même manière, c'est un peu le pourquoi maintenant. Et là encore, je pense que l'explication, elle est peut-être assez simple. Elle réside dans le fait que on a sans doute, encore une fois, une adaptation des défenses adverses, vu que, enfin, cette année, on les connaît. Il y a moins peut-être cet effet de surprise, il y a plus de préparation qui a pu être faite, très simplement, de la part des équipes adverses. Et donc, sans doute que, c'est un peu ce que j'ai pu observer, moi, cette année, en tout cas, sur les matchs où je les ai vus, on a aussi des schémas un peu différents, en tout cas des schémas sans doute plus agressifs en termes de rotation et même de pré-rotation au panier, ce qui fait que là où l'an dernier, on surréagissait pas sans doute à ça, mais finalement on a cette année des équipes qui n'hésitent pas à amener depuis le côté faible, par exemple le défenseur un peu plus en avance et en amont de l'action, on a des stunts plus agressifs pour boucher l'espace à l'intérieur, on surcharge le terrain autour d'une isolation parfois de Sabonis ou d'Aaron Fox, etc., etc. Donc bref, on déploie aussi des schémas plus agressifs parce que on sait que c'est une équipe qui est très bonne et donc la réponse adaptée. Je trouve que moi les plans de jeu de cette année des défenses adverses qui sont mis en place, ce sont des plans de jeu qui mettent l'accent précisément sur le fait de bloquer l'accès au panier. On sait que c'est une attaque d'élite, la meilleure de NBA l'an passé. Que fait-on cette année? On essaie de protéger un peu plus le panier, justement. C'est très simple, hein, mais je pense que l'explication, elle réside là-dessus. C'est ce qu'on peut supposer un peu à la lecture des chiffres, et c'est aussi ce qu'on peut voir totalement au niveau des matchs. Je pense que vous avez vu récemment le match contre les Clippers, par exemple, où c'était d'ailleurs une plutôt bonne performance de la part des Kings. Mais voilà, il y a plein de... Évidemment, j'ai des exemples que j'ai plus en tête. Je crois que le match à Miami aussi, où le Miami est extrêmement agressif, et ils le sont tout le temps. Mais Miami, Golden State aussi, je crois que la fréquence des tirs des Kings contre ce genre de défense qui aime bien surcharger le terrain, qui aime bien protéger le panier aussi, les Kings ont un peu plus de mal, je pense, à aller au panier et à provoquer des fautes que, en fait, maintenant, il y a une réponse adaptée de la part des équipes adverses, en fait. Je pense, en tout cas, moi, le pourquoi, c'est un peu comme ça que je l'expliquerai, à mon sens. C'est que on avait une équipe qui allait au panier, qui provoquait des fautes, et que, désormais, on a un peu cette réponse-là de la part des équipes, d'autant plus que, et c'est un peu là-dessus, je pense, que tout se joue,
C'est que pour moi, on n'a pas affaire à une équipe implacable au panier. Comment dire? Peut-être on peut appeler ça, pour moi, les Kings, c'est une équipe de drive, mais pas de drive malgré tout. Je sais pas si vous voyez un peu un peu l'idée. C'est un bon nom, ça. Peut-être que je vais le garder. Les drives malgré tout, comment est-ce qu'on pourrait définir ce concept? Les drives malgré tout, c'est Luka Doncic. C'est Luka Doncic, c'est James Harden dans son prime, c'est LeBron James, voilà, c'est ce genre de joueurs et de type d'équipe. C'est peut-être Trae Young, c'est des équipes comme ça, où en fait on a, quelle que soit la défense en face, en vérité on a affaire à une équipe qui a des excellents drivers, et donc même face à de bonnes défenses, on a tout de même cet impact sur drive qui est moins bon que face à Charlotte ou face à Détroit, mais qui reste tout de même assez bon et largement suffisant. Là, il se trouve que avec les Kings, je trouve qu'on n'a pas du tout ça. Alors, on a un peu avec De'Aaron Fox, mais c'est un peu le seul, et De'Aaron Fox n'est pas encore totalement Luka Doncic ou autre pour un peu compenser à ce point le reste de l'effectif, mais pour moi, à part De'Aaron Fox, on avait une équipe qui faisait beaucoup de drives et qui fait encore beaucoup de drives, mais c'est pas des drives malgré tout. C'est plutôt des drives dans le flow du jeu, c'est des drives à partir d'un dribble end-off, c'est des drives à partir d'un spot-up, donc les fameux spot-up drives où il y a un renversement de jeu, quelqu'un attaque à la réception du ballon, mais donc qui attaque un close-out et non pas une situation un peu fixe. Et grosso modo, je pense qu'on avait beaucoup de drives, et qu'on a encore beaucoup de drives, mais pas par des drivers un peu professionnels. C'était un peu des joueurs qui étaient mis dans des contextes et des situations qui étaient un peu optimisés, on va dire. Les drives étaient un peu faciles, et pour moi, par exemple, si on compare très simplement un drive de Kevin Huerter et un drive de Luka Doncic, bon, les deux, ça s'appelle un drive, mais ils font pas le même métier. Évidemment. Et bon, je fais un peu d'exagérer pour que vous voyez un peu, je grossis le trait, hein, bien sûr, pour que vous voyez un peu l'idée que j'ai développée, mais pour moi, il y a un peu ça, où cette équipe des Kings, il n'y avait pas beaucoup de drive, malgré tout. C'était beaucoup on attaque un close-out, c'est beaucoup, on attaque en mouvement, c'est beaucoup dribble end-off, etc., etc., et c'est très bien. C'est très bien parce que c'est optimisé, mais du coup, c'est aussi une façon d'attaquer qui peut être plus facilement contrée. Et donc, cette année où, en effet, on fait venir plutôt la rotation ou la pré-rotation, on amène quelqu'un au panier, on vient boucher l'espace, là où avant, Malik Monk ou Harrison Barnes ou Kevin Huerter, ils avaient un chemin de drive relativement ouvert, cette année, quand il faut faire face à un défenseur ou deux, quand il faut se battre avec un stunt et puis ensuite une aide en deuxième rideau, ouais, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et eux, ils ne savent pas le faire. Là où vous prenez un driver professionnel, ok, c'est plus facile quand il n'y a personne, mais même quand il y a quelqu'un, il arrive à driver autour ou à driver malgré l'aide ou malgré l'espace bouché ou malgré plein d'obstacles qu'essaie de mettre la défense. Pour moi, c'est un peu ça le truc cette année. C'est qu'on a premièrement, d'une part, des plans de jeu beaucoup plus préparés et mis en place. Et deuxièmement, ces plans de jeu marchent parce que on avait aussi une équipe qui n'était pas des hauts paniers malgré tout. Et d'ailleurs, je peux essayer un peu de vous l'illustrer. En termes de drive, on n'a pas forcément moins de drive qu'avant. Je vous ai dit, on a moins de tirs au panier qu'avant. Ça, c'est clair. Moins de tirs au panier et moins de lancers francs. Donc, on pourrait se dire, ok, ils vont moins au panier. Mais en fait, non. En termes de drive, donc, je prends la balle depuis l'extérieur et je l'amène au panier. En termes de drive, on était 8e l'an dernier et 10e cette année. Donc, ça ne bouge pas en termes de fréquence de drive. Mais par contre, en effet, quand on regarde la productivité finale sur des tirs en fin de drive, l'an dernier, on était à 1,24 points par tir sur des tirs en fin de drive. 1,24. Donc, layup plus lancer franc, provoqué et rentré ou non. 1,24. Cette année, on est à 1,12. De 1,24 à 1,12 en termes de chiffres collectifs. Pour moi, c'est un peu ça le truc. Pour moi, c'est totalement ça, c'est-à-dire que l'an dernier, avec le flow du jeu et l'attaque qu'on développait, oui, ça permettait de mettre en position et d'optimiser plein de joueurs qui ne sont pas des drivers nés, mais qui avaient plein de points un peu faciles parce qu'on avait ce jeu dribble and off, etc. Cette année, on a le même jeu, mais on doit faire face à des équipes qui sont prêtes, qui sont préparées. Et donc, les Kevin Huerter, les Harrison Barnes, les Davion Mitchell,
plein de joueurs comme ça, quand il faut faire face à à des obstacles sur le drive, parce que les équipes sont prêtes, c'est plus la même histoire. Donc il y a moins de tirs qui sont pris au panier au final, et puis il y a moins de lancers francs également provoqués au panier et sur des drives, donc voilà. Mais pour le coup, on est sur la même façon de jouer, hein. On est exactement sur la même façon de jouer qu'avant, c'est-à-dire le nombre de tirs pris par des porteurs de balles sur pick and roll. L'an dernier, ils étaient 29e en termes de fréquence, très peu de pick and roll frontaux, pris de manière frontale, en tout cas. Les Kings, c'est plutôt du dribble and-off que du pick and roll à l'ancienne, on va dire, frontal et direct. Donc l'an dernier, 29e, cette année, 29e, ça change pas. On n'a pas une attaque qui évolue. Mais par contre, en effet, on passe de 0,96 points par possession à 0,89. Donc, moins efficace sur des pick and roll, des tirs pris par des porteurs de balles sur pick and roll, parce que je pense que la géométrie du terrain et les défenses que doivent affronter des drivers non élites, c'est pas pareil. Et de la même manière, en termes de dribble and off, on a la même chose. C'est-à-dire l'an dernier, premier de NBA en termes de fréquence, cette année, premier également. L'efficacité, 1,07 l'an dernier, 1,10 cette année. Donc, pour le coup, ce fameux jeu de dribble and off, ça marche pas mal. Vous savez, les jeux de main à main, les dribble and off, c'est les jeux de main à main, où un joueur va récupérer la balle des mains de son intérieur, donc en l'occurrence, souvent, Sabonis. Les Kings, dès qu'ils peuvent, ils peuvent développer leur jeu, et ça marche toujours pas mal, hein. Les dribble and off, donc les fameux je viens chercher la balle et je prends le jump shot, notamment, ça marche pas mal. Ça marche toujours aussi bien qu'avant. Le problème, c'est les tirs au panier. C'est les drives. C'est vraiment ça le problème. Donc, bref, essayons un peu de résumer. Résumons le quoi. On a une attaque qui est passée de première A seulement dans la moyenne parce que la transition est moins bonne et le demi-terrain est moins bon. Ok. Sur la transition, on est moins bon en efficacité, mais on est surtout moins bon en termes de fréquence. Il y a moins de contre-attaques qui sont faites par match. Pourquoi ? Sans doute parce que désormais on les connaît, et donc les plans de jeu qui sont mis en place sont faits pour essayer de gommer, d'absorber ces opportunités sur transition. Et contre les Kings, on sait que si on arrive à prendre moins de paniers en contre-attaque, sans doute que ça aide pour gagner un match. Premier aspect. Deuxième aspect, le demi-terrain aussi est moins bon qu'avant. On était sur une attaque d'élite sur jeu opposé. Ce n'est plus le cas, on est à peine dans la moyenne cette année. Comment est-ce qu'on explique ça ? C'est pas trop la réussite à 3 points qui a changé, c'est pas trop même la réussite au panier qui a changé ou à mi-distance non plus. C'est juste une question de fréquence de tir au panier. Les Kings vont moins au panier et provoquent beaucoup moins de lancers francs. Ils étaient élites, ils en provoquent quasiment plus. En tout cas, ils sont parmi les derniers de NBA, dans les 5 ou 6 derniers. Donc c'est un changement majeur. Ça, c'est le quoi et le pourquoi, à mon avis, et de ce que j'ai pu en voir cette année. C'est qu'on avait l'an dernier une équipe qui était là pour optimiser des joueurs pas géniaux, mais ils les étaient optimisés. Et cette année, les défenses sont prêtes, elles surchargent le terrain, elles viennent protéger le panier, et donc, en effet, on a affaire à des joueurs qui, auparavant, avaient des lignes de drive un peu plus faciles. Cette année, c'est plus le cas. Donc, on a une efficacité au panier qui est la même, mais moins de tirs au panier. On a moins de lancers francs, et même sur les drives en particulier, on a autant de drives qu'avant, mais une moins bonne efficacité. Parce que, très simplement, globalement, je pense qu'il y a une adaptation des défenses qui est bonne, hein. Transition et demi-terrain. Donc, on revient bien en transition, on se découvre moins, d'ailleurs, peut-être au rebond offensif. Les Kings prennent plus de rebonds défensifs cette année, ils sont meilleurs, mais peut-être aussi qu'il y a ce compromis qui est fait, sans doute même le compromis des adversaires qui se disent on va moins attaquer le rebond offensif et plus revenir en transition. Et ça, pour le coup, on le voit concrètement, puisque les Kings prennent plus de rebonds défensifs parce que peut-être aussi qu'ils sont moins attaqués en rebond offensif par l'adversaire, donc l'adversaire préfère revenir en transition. Et puis plan de jeu aussi, demi-terrain, on l'a dit, surcharger le terrain, essayer de compliquer la vie au panier, parce que c'est là que Sacramento faisait son beurre aussi notamment. Donc voilà, pour moi il y a une première partie qui est le plan de jeu, globalement, transition et demi-terrain, et puis une deuxième, peut-être, je ne sais pas à quel point je sous-estime ou pas, mais il faut aussi se rendre compte que la ligue évolue. Et ça me paraît un peu court d'une saison à l'autre, mais en un sens peut-être aussi, je ne sais pas, mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que l'offensive rating moyen de NBA, il a pris 1 point
par 100 possessions entre l'an dernier et cette année. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est quand même beaucoup. 1 point. D'une année à l'autre, prendre 1 point, c'est beaucoup. Et donc je me demande aussi à quel point est-ce que, non seulement il y a peut-être un côté adaptation des défenses, face à une attaque qui n'est pas implacable, qui était une attaque d'optimisation, et qui est encore une attaque d'optimisation de bons joueurs, mais pas d'excellentissimes, donc c'était pas une attaque de malgré tout. Mais dans le même temps, au-delà de cette adaptation des défenses, à quel point est-ce qu'on n'a pas aussi, en plus, peut-être en facteur aggravant, non pas en explication principale, mais en facteur un peu aggravant, le fait que, en fait, tout le monde est en train de s'améliorer de manière grandement en NBA, en fait. Et ça se voit sur l'offensive rating moyen qui évolue. Et donc, sans doute qu'on a un peu cette aggravation du fait que, certes, les Kings sont un peu moins bons que l'an dernier. Ils arrivent à faire un peu moins de choses, mais en plus, dans le même temps, tout le monde autour s'améliore. Ce qui fait que, du coup, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, le différentiel à la photographie un peu fixe, il a l'air encore pire, en fait. Non seulement ils sont moins bons, mais en plus, comme tout le monde autour est un peu meilleur, ça crée un différentiel comparé à l'an dernier qui a l'air encore plus gros que ce qu'il n'est intrinsèquement, entre guillemets. Mais donc voilà. Voilà un peu quelle est un peu mon analyse et mon interprétation de ce que j'ai pu en lire sur les chiffres et de ce que j'ai pu voir sur les matchs. C'était aussi un peu ma crainte, pour le coup, de l'an dernier. C'est pour ça que j'y croyais pas tellement en playoff, parce que il y a toujours ce truc de... ils ont des bons joueurs, mais on parle surtout d'une attaque qui optimise des bons joueurs. On parle pas d'une attaque qui était un peu implacable. Et c'est paradoxal, mais par exemple, c'est aussi pour ça que parfois on a des Luka Doncic ou des Dallas qui font pas des grandes saisons régulières, mais on sait que le style se transpose beaucoup mieux en playoff. Parce que on sait que quand t'as un bon joueur, un joueur d'élite même, qui a un style de jeu frontal et qui, malgré, il peut affronter n'importe qui, il peut faire face à n'importe qui, on sait qu'a priori son jeu sur pick and roll va se transposer beaucoup mieux. C'est un peu l'inverse avec les Kings. Donc c'est déjà pour ça que l'an dernier, moi j'étais pas très très chaud sur leur attaque et sur comment est-ce que ça pouvait marcher en playoff, même s'ils étaient 3e de conférence. Et c'est exactement ce qu'on a eu l'an dernier. Exactement. C'est-à-dire, premier tour, on a affaire à une défense très expérimentée, un des meilleurs coachs défensifs, un coach tout court d'ailleurs aussi, mais un des meilleurs coachs défensifs de ces dernières années de NBA, Steve Kerr. Voilà. On a vu de suite que l'attaque des Kings, elle était beaucoup moins bonne. Parce que déjà, à l'échelle de la saison dernière, on avait la saison régulière, qui était une chose, avec un effet de surprise, mais aussi de bons joueurs, de bons talents qui étaient optimisés. Mais les playoffs, c'est tout autre chose. Les playoffs, c'est aussi une série où on a en face, on a un coaching staff qui est prêt, qui s'adapte et qui n'hésite pas à prendre des libertés et à prendre des grandes mesures. Et c'est exactement ce qu'on a eu. C'est-à-dire que l'an dernier, contre les Warriors, on a eu je peux vous dire, les centiles de l'offensive rating. Match 1, 71e centile, donc pas mal. Et ensuite 44e centile, donc à peine mieux que 44% des matchs NBA en termes de performance offensive. Donc le match 2 contre les Warriors, 44e, 8e centile au match 3, 68e centile au match 4, donc pas mal, 68e centile. Et puis ensuite 42e centile, 41e centile et 12e centile le match 7. Donc voilà. Vous voyez que sur la série, on a très peu d'explosion offensive parce que c'est un style de jeu qui est là pour optimiser de bons talents mais pas d'exceptionnels, et donc on a moins ce côté implacable, on a moins ce côté malgré tout. C'est déjà ce qu'on avait eu un peu en avant-goût en playoff 2023, donc face à une bonne défense et une défense préparée, ça marchait moins bien. Et je pense que cette année, en 2024, on a un peu ça, mais non pas à l'échelle d'une série de playoffs, à l'échelle de toute une saison, où désormais, tous les coaching staffs sont un peu plus avertis, un peu plus préparés, et donc, on sait ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut moins attaquer le rebond offensif et revenir en transition, comme ça on arrive à gommer et à neutraliser pas mal de points faciles, et puis, également, on vient boucher un peu plus les tirs au panier, parce qu'on sait que les Kings n'ont pas de profil qui peuvent aller au panier, chercher des tirs au panier et provoquer des lancers francs malgré tout. De'Aaron Fox, c'est ce qui s'en rapproche le plus, mais l'équipe, ce n'est pas que De'Aaron Fox. C'est aussi Sabonis, et c'est aussi des drivers, des drivers plus d'opportunités ou de punitions que des drivers malgré tout. Ça me plaît ce terme d'ailleurs. Terme inventé sur le moment, je pense que je vais le garder. Mais voilà, c'est un peu l'idée pour moi, c'est que les Kings, finalement, est-ce qu'on aurait pu s'y attendre ? Oui. Est-ce qu'on en avait déjà un peu parlé cet été ? Un peu.
C'est un peu surprenant, mais en un sens, pas tant que ça. J'irai pas jusqu'à dire que c'était une anomalie 2023, parce qu'ils ont en effet très bien joué. Mais est-ce que ce style de jeu, avec ces joueurs-là, qui ne sont pas des talents offensifs exceptionnels, notamment qui ne sont pas des drivers exceptionnels, à quel point ce style de jeu offensif qui leur a obtenu de si bons résultats en 2023 est reproductible sur des années suivantes contre une NBA qui est avertie et qui sait qu'elle n'a pas affaire à des talents transcendants, qui peuvent transcender n'importe quel type de schéma défensif en face, ben non, je suis pas sûr que ce soit reproductible à un aussi haut niveau qu'en 2023. Donc voilà, le plan de jeu, le profil des joueurs, les statistiques, le bilan statistique, on a fait un peu le point sur tout ça. Et puis aussi le contexte de la ligue qui évolue, qui fait que, en plus, non seulement les Kings sont moins bons, mais en plus, le relatif à la moyenne est encore pire parce que la moyenne évolue, et la ligue évolue autour. Voilà un peu mon analyse et mon interprétation. C'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas parfait. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Le Discord sur YouTube, les commentaires, partout, sur Twitter, vous le savez. Mais voilà, c'était voilà un peu ce que je pense de cette attaque des Kings, qui globalement, mine de rien, galère un peu plus que d'habitude, sans que moi, personnellement, ça me surprenne plus que ça. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Oui. Mais est-ce que c'est choquant de les voir redescendre par rapport à l'an dernier? Étonnant peut-être, mais choquant, non. Pas trop. Et puis, en vérité, là où je peux d'autant plus affirmer que je ne suis pas choqué, c'est que pour le coup, je m'attendais un peu plus à ça, moi. Quand Mike Brown est arrivé, je m'attendais un peu plus à ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit dans nos previews, non pas de 2024, mais de 2023, donc en début de saison, avant la saison 2023, avant l'an passé. L'interrogation que j'avais, et qu'on avait pointé du doigt dans le Basket Lab, c'était: est-ce que vraiment l'attaque peut être à ce point bonne pour sauver un peu la défense? Est-ce que vraiment on peut avoir une attaque d'élite plutôt que simplement une attaque sympa? C'est littéralement ce qu'on a vu dans le Basket Lab il y a 2 ans, avant leur fameuse saison fabuleuse. Point de bascule pour moi, c'est à quel point est-ce que l'attaque peut être bonne finalement, parce que pour moi c'est ça qui va déterminer la saison et le niveau de cette équipe en fait, dans le sens où la défense, il y a un plafond qui va pas être si haut que ça. Alors même avec un coaching défensif de Mike Brown qui était le coordinateur défensif, on peut dire, du côté des Warriors depuis pas mal d'années. Donc oui, à ce côté-là, le coach, il peut aider, mais il y a un plafond en termes de personnel, en fait. Donc, à partir de là, pour moi, sachant que ça, c'est acquis et qu'on va avoir une défense qui devrait être entre la 20e et 30e place, peut-être en défense, en fait, tout va se jouer sur à quel point l'attaque est bonne, finalement. Ça, c'est mon point de bascule, c'est à quel point est-ce que tu vas être juste une bonne attaque ou non. Est-ce que vraiment, tu peux vraiment carburer pour compenser la défense? Et là, effectivement, il y a une chance. Si c'est le cas, il y a une chance. C'était un peu ma crainte. C'est un peu ma crainte de me dire, Sabonis, c'est sympa, les Dribbble-and-Off, etc. Kevin Huerter, excellente addition à l'époque. De'Aaron Fox, très sympa aussi, mais je me disais, et on se posait la question sur le Basket Lab, on se disait, est-ce que ça va être bon, ou est-ce que ça peut vraiment être élite au point de sauver la défense, qui on sait sera pas bonne? Or, il se trouve que sur la saison 2023, j'ai eu tort. J'ai largement eu tort, parce que, en effet, l'attaque était, pour le coup, elle était à ce point élite, et elle a en effet vraiment et de facto sauvé la défense. Mais là, 2024, on est un peu plus sur ce que je craignais à la base. C'est-à-dire au début de ce cycle, avec le recrutement de Sabonis et l'arrivée de Mike Brown, et cet effectif-là, c'était, oui, on peut avoir une attaque très sympa, mais à quel point on peut avoir une attaque d'élite, je suis pas sûr. Et donc on l'a eu pendant 1 an. J'ai l'impression que après cette année, il y a un aspect d'adaptation des défenses en face qui fait que on va un peu plus les tester, on va moins leur laisser d'opportunités faciles, on va un peu plus tester ce côté implacable ou pas, justement, et que on se rapproche un peu plus de ce qu'on pouvait craindre au début de cette aventure, en fait, de cet effectif-là et de ce cycle-là, c'est-à-dire une attaque sympa, mais pas plus. Alors, après, quelle piste d'amélioration on pourrait avoir? Je pense que ça pourrait passer par un step-up de De'Aaron Fox qui passerait de limite All-NBA à All-NBA pour sûr, voire de calibre All-NBA First Team. Donc un vrai step-up de niveau de jeu pour De'Aaron Fox, mais c'est une histoire pour un autre podcast qu'on ne va pas développer.
Et j'en ai même pas parlé, pardon, pour de vrai on arrête, hein. on va essayer de pas faire trop long, mais je l'ai même pas précisé, mais à quel point est-ce que c'est un élément important? C'est que, mine de rien, les Kings sont toujours aussi mauvais, et plus que mauvais en fait, ils sont toujours aussi limités en défense. De toute façon, ils ont un plafond défensif avec cet effectif-là, avec Sabonis, qui est un joueur à compromis, qui apporte un style de jeu offensif, mais aussi ses compromis défensifs. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que l'attaque est à ce point importante, et que ça change tout cette saison, c'est que on sait que de toute façon, la défense, ça ne va pas changer. On sait qu'on a affaire à une défense qui a un certain plafond, vu la configuration, et vu qui est dans l'effectif. Ils étaient 25e défense, ils sont 21e cette année. Voilà, donc ça, on sait que ça ne changera pas. Et c'est précisément pour ça que l'attaque est d'autant plus importante. C'est que la défense ne va pas bouger. Et que donc, le niveau de l'équipe dépend concrètement de à quel point est-ce que l'attaque est bonne. L'an dernier, en saison régulière, on a vu que l'attaque était élite, et ça leur permettait de créer un différentiel attaque-défense qui était plutôt bon. Le net rating différentiel attaque-défense, c'était plus 2,4 points par 100 possessions. Plutôt bon. Cette année, la défense est toujours aussi moyenne. L'attaque est devenue moyenne, et donc on a affaire à une équipe qui, en effet, en termes de différentiel attaque-défense, désormais, a un net rating nul. Donc voilà, on a de nouveau une attaque qui, cette année, est relativement moyenne, et ça se voit pas trop en termes de bilan victoire-défaite, parce que, pour l'instant, ils ont un peu une surchauffe en termes de victoire. Plus 5,2 de win differential, donc ils ont plus de victoires que leur fond de jeu proposé n'aurait dû, entre guillemets, leur obtenir. Donc tant mieux pour eux, d'avoir plus de victoires, des victoires serrées, des victoires dans le clutch, qui font que, voilà, ils ont un meilleur bilan victoire-défaite que leur fond de jeu, leur net rating ne suppose. Et voilà, c'est un peu le problème. C'est un peu tout au-delà du problème. C'est la problématique de cette équipe, c'est à quel point est-ce que l'attaque peut être bonne. On parle de la saison régulière, mais aussi des playoffs. Tout dépend de ça parce que, bien entendu, dans cette configuration, la défense, de toute façon, sera mauvaise. Et puis, ce sera intéressant à suivre également parce que, maintenant qu'on a eu le premier ajustement de la part des adversaires, quels seront cette fois les ajustements de Mike Brown ? Lui qui a été coach de l'année, qui est un excellent coach, qui a un effectif, comme dit, un peu limité en termes de profil et de talent, mais ce sera intéressant de voir quels peuvent être, sur cette deuxième partie de saison et cette fin de saison, les ajustements que lui-même peut faire pour essayer de remonter la pente. Si ça se trouve, peut-être qu'en fin de saison, nous aurons des Kings qui sont bien plus haut dans le classement de l'offensive rating grâce à certains petits ajustements par-ci par-là de Mike Brown. Et ce sera intéressant de les suivre, évidemment, en play-off une nouvelle fois contre une autre défense d'élite de play-off. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que j'aurais pas été trop à côté de la plaque peut-être sur mes suppositions, mais voilà, c'est vrai qu'on a un peu ce phénomène assez étrange qui finalement, comme dit aussi, peut-être n'est que, entre guillemets, un retour à la moyenne par rapport à nos attentes. Peut-être que il faudra voir d'ici 2, 3, 4 ans, quand on aura assez d'échantillons pour dézoomer, on verra lequel de ces scénarios est l'anomalie en fait. Est-ce que c'est vraiment 2023 année élite qui est l'anomalie, si dans les prochaines années tout le monde arrive à s'ajuster, et qu'en effet les Kings sont limités, ou bien est-ce que c'est l'inverse, est-ce que de nouveau, est-ce que c'est 2024 l'anomalie quand ils sont moyens et que dans le futur les Kings vont redevenir une équipe d'ultra élite dans le top meilleur de NBA ou alors dans le top 2-3, on verra ça. Mais en tout cas voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à faire des retours sur les Kings, si vous êtes fan des Kings, surtout ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous voyez en match tous les jours, tous les soirs. Donc voilà, et puis nous de notre côté on va se retrouver, je pense qu'on va se faire un petit podcast avant l'hebdo, donc on va se retrouver un peu plus tard cette semaine normalement. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, j'ai 2-3 trucs en réserve, mais voilà. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, merci à tous pour ceux qui mettent des petites étoiles, iTunes, Spotify, YouTube, Télé 7 jours, Télé Loisirs et tout le reste. Non, mais je rigole, mais merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.